Donc c'est cette table ronde, en attendant que tout le monde arrive doucement, qui s'intéresse à ce modèle énergétique de la ville autonome pour demain, j'ai presque envie de dire pour aujourd'hui, puisque vu ce qu'on a entendu depuis le début de ce premier sommet, il y a pas mal de choses qui déjà existent aujourd'hui. On en parle et j'invite mes 4 invités à me rejoindre. Eric Vidalanc, venez me rejoindre, vous pouvez l'applaudir. Il est avec nous. Claire Roumet, Jean-Baptiste Lebrun et Alain Guillaume. Installez-vous comme bon vous semble, en me laissant la petite place à droite. Merci d'avoir répondu à notre invitation, à l'invitation de Damien, des opérateurs, des acteurs. Je vais vous présenter évidemment dans le détail. Je commence par Claire Roumet. Vous êtes déléguée générale d'Energy City, qui est une association européenne des villes en transition énergétique. Et vous êtes en activité, je dirais, votre action se mène à Bruxelles pour faire bouger les lignes sur le plan européen. On va en parler avec vous dans quelques instants. À vos côtés, Eric Vidaland, bonjour. Alors, on vous connaît ici, hein, en me baladant tout à l'heure, j'entendais, mais alors tu reviens chez nous, puisque vous étiez auparavant à l'ADEME en charge de cette région, que vous connaissez bien, et aujourd'hui vous êtes chef de projet prospective, énergie et ressources à l'ADEME. On parlera de vos actions, de ce que vous faites très concrètement sur le terrain. Puis on essaiera de donner une définition à l'autonomie énergétique, parce que je pense que vous n'avez pas tous la même définition. Jean-Baptiste Lebrun, merci d'être avec nous, directeur du CLER, qui est un réseau de transition. Alors le CLER, prenez votre micro, le CLER, l'acronyme, comme ça sera. Ça voulait dire Comité de liaison énergie renouvelable, et aujourd'hui c'est CLER, Réseau pour la transition énergétique. C'est ça, mais qui ne veut plus rien dire avec le mot CLER. Les énergies renouvelables font partie de la transition énergétique, mais voilà. On a élargi notre champ d'action. Nous sommes d'accord, ça n'a rien à voir avec votre acronyme d'origine. Je ne cherche pas à vous mettre en porte-à-faux, mais je voulais juste être au clair avec moi-même. Merci d'être avec nous. Vous avez plein de propositions, le mix énergétique, et puis peut-être des rebonds, j'en suis sûr, avec ce qui vient de se dire juste avant avec Engie. Alain Guillaume, merci d'être avec nous. Vous êtes business, alors je le dis comme ça, Business Development and Marketing Manager chez Omexom. Omexom qui est une filiale du groupe Vinci. Et vous êtes dans l'action, vous aussi, puisqu'on entendait tout à l'heure Engie qui parlait de solutions. Vous aussi, vous avez, je dirais, dans votre petite mallette des solutions. On va en parler avec vous dans quelques instants. Smart City, Smart Green, le travail évidemment sur le bâti, sur les énergies, les péréquations d'énergie. On va en parler avec vous. Et vous faites partie des partenaires d'ailleurs de cette table ronde. On va vous écouter dans quelques instants. D'abord, rapidement peut-être, au-delà de présenter vos activités, je pense à Energy City, parce que vous menez une action très concrète, mais vous êtes dans l'ombre. Quelle est votre action exactement? Qu'est-ce que vous souhaitez? Alors ça, c'est déjà 2 questions différentes. Absolument. Vous savez, les journalistes posent souvent plein de questions en une, en fait. Donc effectivement, nous, on a une vision assez claire de ce qu'on pense que doit être une vraie bonne transition énergétique, parce qu'aujourd'hui, dans les transitions énergétiques, c'est vraiment assez fascinant, comme c'était très très fascinant ce matin de voir qu'absolument tous les acteurs institutionnels pensent, ou en tout cas se disent grands favorables de la transition énergétique. Pour nous, la transition énergétique, elle est décentralisée, démocratisée et désinvestie, c'est-à-dire que aucun investissement public ou privé doit aller dans les énergies fossiles. Donc notre transition énergétique, elle a 3D, et c'est là-dessus qu'on travaille. Et notre travail à nous, plus précisément en tant que réseau de ville, c'est en 3S, donc, mais c'est en anglais, c'est Show, Shake and Share. Donc c'est vraiment montrer tous les possibles, parce que ça, justement, Amiens est un de nos membres depuis très longtemps, la métropole également, et c'est très important de montrer ce qui se dit, ce qui se fait, et d'ainsi inspirer les autres. Shake, ça c'est vraiment comment on peut bousculer les agendas politiques et complètement changer les lignes, parce que ça c'est notre activité de lobbying au niveau européen, et on a vraiment beaucoup à faire pour changer les régulations, les législations, la façon dont le budget européen est alloué. Et enfin, Share, ça c'est vraiment l'idée de partager
en faisant ensemble des innovations. Donc ça, c'est tout ce qui est innovation projet et test direct. Qui fait écho avec Amiens, si je peux me permettre. Exactement, On l'évoquait exactement. tout à l'heure, entre l'université Jules Verne, les hubs, les startups. C'est important que chacun puisse nous dire, dites-nous, j'allais oublier votre prénom, Éric Vidalanque, ce que vous faites à l'ADEME, ce que vous faisiez auparavant, et ce que vous faites. Quelle est la mission de l'ADEME, que ceux qui sont là et qui vont vous entendre sur Internet et qui vous réécouteront, quelle est votre mission exacte par rapport à ces actions de ville autonome ? Alors l'ADEME, on travaille sur 2 sujets principaux qui sont l'énergie et les déchets, historiquement. Tout ça étant aujourd'hui regroupé sous la terminologie, on va dire un peu actualisée, de transition énergétique et d'économie circulaire. Voilà. Donc on s'occupe de toutes les questions qui structurent la problématique environnementale aujourd'hui. À titre personnel, moi j'ai passé 4 ans en région Hauts-de-France, où j'étais coordinateur du pôle transition énergétique, et où on accompagnait donc, dans ce pôle les territoires à penser leur stratégie de transition énergétique, avec des démarches de planification énergétique. Donc vous avez vu démarrer Amiens, excusez-moi. Voilà, typiquement, Amiens Métropole typiquement a réalisé son étude de planification énergétique, sa stratégie qui lui permet aujourd'hui de dire voilà ce qu'on veut faire, comment on s'y prend, quels sont nos potentiels. Donc essayer de penser où on veut aller, comment on y va, et puis on est aussi sur l'opérationnel, c'est-à-dire qu'on aide sur toujours pour parler d'Amiens, le réseau de chaleur dont on parlait tout à l'heure. Ça fait partie des gros projets de ces dernières années qu'on a soutenus en région, puisque l'idée de notre intervention sur des projets comme cela, c'est d'aider l'investissement pour que la solution renouvelable soit plus compétitive que la solution fossile. Ce qu'on disait, que le mégawattheure de chaleur le prix, livré 68, c'est ça, soit légèrement inférieur ou à minima aussi compétitif que le mégawattheure fossile livré précédemment. Voilà de manière rapide ce qu'on fait, ce que j'ai fait. Et depuis cet été, en fait, j'ai rejoint la direction prospective où je pilote l'actualisation de nos scénarios énergie, matières, ressources, donc un projet qui a vocation à durer 2 ans et l'objectif étant de livrer pour fin 2021 des scénarios. On est tous d'accord sur le fait d'atteindre la neutralité carbone à 2050. On n'est pas tous d'accord sur comment y aller. Et l'idée, c'est vraiment d'éclairer ces grands chemins de transition qui sont devant nous aujourd'hui. Et 30 ans, en fait, c'est extrêmement court. Regardons 30 ans en arrière, c'était 90, c'était la chute du mur de Berlin. On a l'impression que c'était hier quand même. Si on regarde devant, ça veut dire qu'en aussi peu de temps, on doit opérer des transitions considérables. Et ça, il faut bien avoir en tête l'ambition de l'objectif qu'on se donne, quand on parle d'autonomie énergétique ou de neutralité carbone, et la rapidité à laquelle ça doit s'opérer. Parce que 30 ans, dans un système urbain, dans le système énergétique, c'est extrêmement court. Et excusez-moi de vous ramener toujours à Amiens, mais j'ai le sentiment qu'Amiens est quand même, dans le travail que j'ai mené de recherche pour préparer tous ces débats, est une ville précurseur. Vous êtes d'accord avec ça ? Dans ses ambitions, dans ce qu'elle ambitionne, est-ce que vous dites elle est précurseur ? Oui. Claire Goumet, ça l'a fait sourire, mais vous voulez répondre ? Non, vous n'êtes pas d'accord ? Je ne peux jamais dire quel est le meilleur de nos membres. Donc, comme on en a 1000, ils sont tous Donc, précurseurs. c'est pour ça que je posais la question à M. Vidalinck. Alors, si on regarde d'un point de vue arithmétique où on en est aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est en avance. Et de manière générale, aucune ville est en avance. Parce que la ville, par définition, elle a... Là, vous les challengez en ce moment-là. D'accord. Les villes, c'est toute l'histoire de la révolution industrielle depuis 150 ans, donc c'est normal qu'on soit dans cette situation-là aujourd'hui. C'est des tendances historiques très lourdes. Bien sûr. Elle a délocalisé l'ensemble de ces problématiques techniques et énergétiques. Aujourd'hui, il n'y a plus il n'y a plus aucune source d'énergie qui vient directement de la ville. Le réseau de chaleur dont on a parlé ce matin est exemplaire à ce titre où il reterritorialise la question énergétique. On regarde tous les potentiels. Le local, ici, on va en parler. On regarde tout ce qu'on peut valoriser. Mais toute l'histoire depuis 150 ans, c'est on repousse les moyens de production d'énergie le plus loin possible. Et si on regarde à l'échelle de la France, c'est la même chose. Il n'y a plus de pétrole, de gaz, de charbon et d'uranium qui vient de France. Tout ça est intégralement importé. Donc à l'échelle des villes, c'est la même chose, encore plus accentuée. Donc quand on regarde d'un point de vue purement arithmétique, en France, il y a 15% de l'énergie qu'on consomme qui est issue de manière renouvelable, c'est l'ordre de grandeur. Les villes, souvent, c'est moins. Et Amiens, c'est moins. Dans l'étude de planification énergétique, on voit qu'on est plutôt à 2,5%. Qu'un projet comme le réseau de chaleur va permettre de faire un saut assez gigantesque, puisqu'on double en quelques années. On va passer à 5%. Mais on voit qu'on est très loin de couvrir l'intégralité des besoins énergétiques. Donc ça, c'est juste là où on en est aujourd'hui. Et par contre, ce qui est assez notable et exemplaire, c'est des projets comme le projet de réseau de chaleur qui va valoriser 4-5 sources d'énergie primaire différentes,
qui, dans ses modalités de constitution avec une CMOP, est aussi extrêmement innovant. Il y a le bus au niveau de service dont on a parlé, Oui. avec le vecteur électrique en plus. Les fameux bus de 18 mètres dont parlait Alain Voilà. Geste. Donc il y a plusieurs projets. Il y a la centrale solaire, la région au-delà de la métropole est la première région éolienne de France aujourd'hui. On va À en certains parler. moments, l'éolien. la première source d'électricité sur le réseau, c'est l'éolien. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on est au début du chemin en fait. On n'est pas arrivé encore. Jean-Baptiste Lebrun-Leclerc, dites-nous vos axes d'action. On l'a entendu chez Claire Roumet, on comprend l'ADEME, à la fois le travail d'accompagnement et de prospective, on a bien entendu. Leclerc, très concrètement, c'est quoi ? Eh bien, Leclerc, c'est un réseau, donc un peu plus de 300 structures en France engagées professionnellement dans la transition énergétique, plutôt les acteurs pionniers, collectivités, associations et entreprises. Et donc notre travail au Clair, c'est d'abord d'animer ce Soyons réseau clairs. des acteurs-là. Et donc animer par exemple le réseau des territoires à énergie positive. Donc, concept Là, on est dedans. Qui a été cité effectivement tout à l'heure. Donc, on fait ce travail-là. On essaye aussi de développer des programmes opérationnels, de proposer des méthodologies, des outils pour que les territoires puissent continuer à avancer sur un certain nombre de choses. Par exemple, sur la précarité énergétique, par exemple, sur la rénovation performante des bâtiments. Et puis on a aussi une activité en tant que réseau de porte-voix de cette ambition à l'échelle nationale. Et il y a aussi, comme à l'échelle européenne, beaucoup de sujets sur lesquels il faut se battre. Alain Guillaume, alors c'est intéressant parce qu'on a des acteurs, j'allais dire, associatifs ou près de l'État qui actionnent, qui aiguillonnent, qui s'expriment. Vous représentez l'entreprise Vinci. Alors la marque est connue des experts, pas du grand public, Omexom pour être précis. Qu'est-ce que vous faites exactement et qu'est-ce que vous proposez ? Puisqu'on avait tout à l'heure Engie qui disait, mais moi dans ma boîte à outils, je suis en train de tout révolutionner, c'est Engie Solutions, et en fonction des demandes des villes, Angers, Montreuil, je leur fais des propositions très adaptées. Est-ce que vous êtes sur le même modèle ? Et est-ce que Vinci est aussi sur un modèle de transition stratégique ? Je ne vais pas m'exprimer au nom de Vinci parce que c'est vraiment un très très gros groupe. Je vais plutôt m'exprimer au nom de Vinci Énergie. Et au sein de Vinci Énergie, effectivement, on a depuis 2 ans un nouveau positionnement pour mieux adresser les problématiques territoriales d'autonomisation en énergie. Raison pour laquelle nous avons décidé d'ajouter un 5e segment d'activité à Omexom, avec une partie qu'on appelle territoire chez nous. Donc jusque-là, on faisait de la génération, du transport haute tension, sous-station, distribution, et on s'arrêtait un peu aux portes des villes avec cette marque Omexom, et on adressait le marché des collectivités locales avec une autre marque qui s'appelle Citeos, qui est pour le coup beaucoup plus connue des collectivités en France. Alors ce qu'on a fait, c'est de rajouter cet échelon territorial au sein d'Omexom de manière à pouvoir proposer des solutions intégrées. Donc on va commencer à parler d'autoconsommation collective où on va associer des énergies renouvelables localement avec des batteries, des systèmes de gestion de ces batteries, éventuellement des outils digitaux, de la blockchain, de l'intelligence artificielle au niveau des usages pour commencer à mieux gérer le pilotage des flux d'énergie. Lorsqu'on va également intégrer à ces solutions par d'autres types d'outils qu'on appelle les hyperviseurs, un certain nombre de verticaux dans la ville, donc l'éclairage public, la gestion des carrefours à feu, les bornes de véhicules électriques. C'est ce qu'on pense assez vite quand on parle d'autonomie, on pense évidemment à l'éclairage d'abord. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est le levier, on va dire, le plus simple pour avoir un retour sur investissement important. Donc on a de nombreux contrats de performance énergétique, donc aujourd'hui des marchés globaux de performance énergétique depuis 2 ans. Qui fonctionne très bien avec des très bons retours sur investissement. Et aujourd'hui, ce qu'on se dit de plus en plus, c'est ce retour est tellement bon grâce à la LED, puisqu'on économise l'énergie, on économise en maintenance également et en coût d'investissement, puisque les luminaires durent beaucoup plus longtemps que des luminaires classiques. On va utiliser quelque part cette manne d'économie financière, pour le coup, pour réinvestir dans d'autres systèmes qui sont moins facilement finançable de type la partie batterie, qui est difficilement finançable aujourd'hui au niveau des territoires, ou la partie système. Question que je vous pose à vous 4, et je pense que vous n'aurez peut-être pas le même regard. Pour atteindre cet objectif, puisque c'est le thème de cette première table ronde, une ville autonome en énergie d'ici 2050, c'est-à-dire demain, quels sont les scénarios, quelle est la meilleure route pour atteindre cet objectif ? Parce que c'est une question, on vient d'entendre
le représentant de l'ADEME qui douche un peu tous les discours qu'on a eus depuis ce matin et qui dit mais bon, c'est très bien, mais il reste encore beaucoup de route à faire pour aller vers cette autonomie. Quel est le bon chemin? Qui veut prendre la parole? Claire Roumet? Parce que vous parliez de démocratie, de local, on a bien entendu, évidemment, on est dans des systèmes très verticaux, il faut rendre les choses plus horizontales, d'accord. Mais quelle est la route? On installe des éoliennes partout, dans les jardins, dans les maisons, on colle des panneaux solaires. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour l'atteindre, cet objectif? Alors ça, c'est justement le travail que vient de commencer Eric, de pouvoir donner toutes les différentes trajectoires possibles. Parce que ce qui est intéressant, c'est que Amiens s'est choisi comme objectif et comme ambition, et c'est très audacieux. Et vraiment, je trouve que c'est aussi très marquant qu'un territoire se donne une ambition aussi forte que de devenir autonome en énergie. Oui. D'autres territoires vont se positionner autrement. Helsinki sait déjà, enfin a priori, parce qu'évidemment, on ne peut pas connaître l'avenir, mais eux, ils se sont fixés une trajectoire et une feuille de route très très précise jusqu'en 2035 pour être neutre en carbone. Parce qu'ils ont déjà beaucoup d'avance, d'une part. Ensuite, neutre en carbone, ça veut dire très concrètement, dans le quotidien des citoyens, c'est quoi être neutre en carbone? Neutre en carbone, ça veut dire que tous les besoins en chauffage viennent de ressources renouvelables et toute l'électricité vient d'une ressource renouvelable. Donc il n'y a pas de mobilité, il n'y a plus de moteur thermique dans la ville. Il n'y a plus de chauffage qui vient du charbon comme ils ont eu jusqu'à voilà, pas très longtemps. Il n'y a plus aucune énergie fossile qui est dans la ville. Par contre, effectivement, c'est quand même une bonne question parce que ça ne comprend pas toute la consommation des citoyens dans leur trajectoire. Et oui. Donc, en fait, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque territoire doit se dire c'est quoi mon point de départ, quels sont mon potentiel. Donc la première trajectoire, enfin la première étape de trajectoire, c'est de regarder tous les potentiels. Et ils sont très 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 variés les potentiels. C'est qu'aujourd'hui, à partir du moment où on ne pense le système que par rapport à la source d'énergie, donc tu les as toutes nommées, elles sont toutes aujourd'hui exogènes et pas endogènes, à des systèmes nationaux et seulement en fait à assurer l'offre, parce que toute notre pensée autour du système énergétique, elle est faite pour, on doit assurer la sécurité énergétique, on doit assurer l'offre, quel que soit finalement le besoin et in fine. Si on change la façon dont donc ça c'est le territoire qui doit changer sa façon de penser et regarder le système énergétique par rapport à l'usage, parce que de chaque usage on peut justement aller chercher totalement différentes sources d'énergie. Du niveau local, bien sûr, le système énergétique. Donc ça, c'est très intéressant de voir qu'il y a des acteurs industriels de premier plan qui repensent. Aujourd'hui, le mot à la mode, par exemple à Bruxelles, c'est ce qu'on appelle le sector coupling. Donc c'est vraiment de dire, on va mettre tous les secteurs ensemble et ils vont se parler, et comme les secteurs vont se parler, et on va gagner énormément en efficience. Oui, parce que ça sera forcément une grande partie de la solution, mais aussi la demande. Et ça, pour moi, c'est clairement quelque chose qui a été un non-dit dans toutes les tables rondes de ce matin. C'est écrit dans la plaquette, si on veut être autonome en énergie, ça veut dire moins 60% de demande. Donc, et ça, on parle toujours d'efficacité énergétique. On a, le représentant d'Engie parlait d'optimisation de la demande. Non, 60%, ça veut dire on réduit nos besoins. Nos besoins. Ça veut dire qu'on pense à chaque moment à nos besoins. Ça veut dire qu'on éteint ces spots qui nous font mal aux yeux. Donc on reste dans le noir. On ouvre les volets. Non, on ouvre les volets. Pourquoi ils sont fermés? Il y a du soleil dehors, peut-être. Ça, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vérifié. Il fait un peu gris aujourd'hui, mais enfin, on pourrait se voir. On pourra se voir sans aucun problème. En tout cas, de toute façon, il faut penser à ça. Et ça veut dire penser toutes les lignes. Donc en fait, budgétaires. Vous nous révolutionnez totalement dans ce qu'on fait depuis 50 ans, 40 ans, parce qu'à la télé, on met des spots, on éclaire une scène, on veut être sympathique. Et regardez, Amiens. Voilà. C'est pas efficace, Amiens? Ouais. Bravo. Ceci étant, votre remarque est très intéressante, en effet. Je pense que ça va rester dans l'imaginaire, j'imagine. Non, mais vous citez cet exemple le plus simple, mais sur la question de la demande, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une discipline? Ça veut dire quoi? Parce que, excusez-moi de revenir à des coûts, mais aujourd'hui, le consommateur, le citoyen consommateur, un des premiers secteurs de dépenses, c'est l'énergie. Quand l'hiver arrive, il monte le chauffage et il se dit ça va me coûter un bras et je ne vais pas pouvoir le payer parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui des précaires énergétiques. Donc c'est quoi? On impose, on oblige, puisqu'on l'entendait tout à l'heure chez des élus qui disaient mais je ne veux pas obliger moi.
juste avant d'aller sur les coûts, deux mots pour vraiment aborder dans le Oui, parce sens qu'elle met les pieds dans le plat. de Claire Claire. Roumet. C'est notre cœur de métier à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc c'est bien, par rapport à ces questions-là qu'on a été créées, on est évidemment très heureux de voir aujourd'hui que c'est des questions qui commencent à être très largement partagées par l'ensemble des acteurs, et notamment ici des acteurs régionaux. L'objectif 3e révolution industrielle, la dynamique 3e révolution industrielle, c'est justement de diviser par plus de 2 la conso d'énergie à l'horizon 2050. C'est l'ambition régionale qui a été posée en 2013 avec Philippe Vasseur, Daniel Percheron, Jérémy Rifkin, qui a été repris par le nouvel exécutif régional avec Xavier Bertrand. Donc ça, c'est un changement de paradigme fondamental. L'idée de dire à un moment le progrès technique, économique, humain ne passe plus par consommer de plus en plus de ressources et de matières venant de l'autre bout du monde, mais à un moment on essaie de penser à un progrès justement où on déconnecte cette consommation de matières et de ressources et la création de richesses. C'est un changement de paradigme, et la région et certains territoires ont été parmi les pionniers. Et la stratégie d'Amiens repose là-dessus, c'est ce que disait Claire. Le préalable à l'autonomie, c'est faire moins 60% de conso. Si on ne fait pas ça, on ne voit pas comment on peut y arriver. Excusez-moi, en garantissant le même mode de vie, Éric Vidalanque ? Alors, ça, c'est la question. Parce que, excusez-moi, c'est ça la question. Est-ce qu'on maintient. Qu'est-ce que c'est un mode de vie ? Est-ce que c'est manger, par exemple, de la viande 2 fois par jour ? On revient à ces débats sur l'alimentaire. Ouais. Est-ce que c'est se déplacer tous dans des véhicules particuliers qui font 2 tonnes, qui ont 5 places et dans lesquels on est tout seul et qui sont à l'arrêt 95% du temps ? Ça, c'est pas une situation extrême, hein, c'est la situation d'aujourd'hui. C'est ça. Donc, probablement pas. D'accord ? On peut penser que c'est coercitif, que ça va toucher à nos libertés individuelles. Enfin, il y a quelques années, on aurait été ici ensemble avec peut-être la moitié de la salle, voire plus, qui aurait fumé. Aujourd'hui, personne ne fume. C'est exact. On peut penser que c'est liberticide, coercitif, etc. Dans certains pays, sur autoroute... Alors j'ai une vapote, Claire Roumet, c'est de la vapeur d'eau, je tiens à le dire. Et je n'ai vapoté qu'une seule petite seconde. Non, mais Claire Roumet met les pieds dans le plat, je ne vais pas me laisser faire. Donc, vous dites, je prends les citoyens sont prêts. Vous dites finalement, après tout ce qui peut paraître coercitif aujourd'hui par des obligations environnementales, on voit bien les dérèglements climatiques, les citoyens sont prêts à aller vers plus de restrictions. Je voulais prendre la parole, vous bouillez. Vous êtes d'accord ? C'est quoi la bonne route pour atteindre cette autonomie en énergie ? On réduit de 60% la demande. Mais attendez, c'est une révolution intenable. Tout à fait. Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, l'ambition politique, l'autonomie énergétique, elle est extrêmement positive. Déjà pour le signal qu'elle donne vis-à-vis de cette grande transition, pour aussi la logique de réappropriation collective, locale, etc. C'est vraiment très important. Maintenant, sur comment on y va, il y a 3 priorités. La première, c'est l'efficacité. La deuxième, c'est l'efficacité. La troisième, c'est l'efficacité. Donc je rejoins cette question 60% d'économie d'énergie. On n'y est pas du tout. On parlait tout à l'heure, je prends l'exemple qui a été cité, une centaine de prêts rénovation aidés de cette année. Donc à peu près 60 000 logements, c'est ça, sur le territoire. Donc c'est-à-dire qu'il faut 600 ans. Donc en fait, on voit bien que... Et l'exemple d'Amiens, là il y a les chiffres qui sont tombés ce matin, donc il est facile, mais il est vrai aussi à l'État. Je vais égratigner aussi la préfète qui est partie, ou plutôt l'État. Elle disait 1 milliard sur la rénovation, c'est très 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 insuffisant. Ce qu'on doit faire, c'est rénover tous les bâtiments au niveau BBC. Je vais citer 3 chiffres. On a 15% de dépassement de notre budget carbone sur le bâtiment en 2018. 15%. Vous imaginez un budget qu'on se donne et on dépasse de 15% un budget public. Est-ce qu'on peut accepter ça ? Deuxième chiffre, étude d'un think tank qui s'appelle Institute for Climate Economics, qui est un think tank français qui a été créé par la Caisse des dépôts et qui montre que pour se mettre sur cette trajectoire, notamment en termes de rénovation des bâtiments, il manque entre 10 et 25 milliards d'investissements publics et privés par an en France pour se mettre sur une trajectoire de rénovation de 500 000 rénovations au niveau basse consommation, en France. Donc voilà, donc on est quand même très en retard sur ces logiques d'efficacité énergétique. Du coup, comment on fait ? Une ambition politique locale, c'est super. Il faut des outils, notamment des outils d'accompagnement, la plateforme territoriale pour le conseil aux particuliers, pour aiguiller vers les bons projets. Cette ingénierie locale d'animation d'accompagnement, elle est fondamentale et elle doit être portée par les collectivités. Par contre,
les collectivités, même avec beaucoup d'ambition politique, ne feront pas seules. Elles ont besoin du privé, elles ont besoin que On l'évoquait des tout à l'heure. filières économiques Bien sûr. se structurent. Elles ont aussi besoin, et là je vais en venir à l'aspect peut-être contraignant, elles ont aussi besoin de politiques publiques et d'un cadre national qui aille franchement dans ce domaine, ce qui n'est pas encore suffisamment le cas, à la fois en termes financiers, hein, j'ai cité le montant du crédit d'impôt qui n'est pas à la hauteur, mais aussi probablement des règles. Et là, je vais peut-être contredire les propos politiques de ce matin, mais 30 ans, ça passe super vite. Eric l'a dit. On n'y arrivera pas juste avec de l'incitation. Ou alors, si on veut inciter au point où ça décide tout le monde, il faut augmenter les impôts, les multiplier par 20, 30 ou peut-être même plus pour avoir les moyens d'inciter. Donc, il y a un moment, on va devoir passer par de la norme. Et Coercitive. en tout cas, cette trajectoire-là, on ne l'atteindra pas par hasard. Voilà. C'est ça. Pas uniquement par la bonne volonté et ou pas le uniquement désir par des la bonne individus. volonté. Il va falloir y aller. Et je cite un exemple sur lequel on se bat, par exemple, en termes de réglementation. C'est qu'aujourd'hui, sur la rénovation des bâtiments, pour revenir sur ce sujet, aujourd'hui, il n'y a aucune solution pour les ménages qui sont locataires. Donc, il n'y a pas de modèle. C'est exact. Il n'y a pas de modèle Ce sont les propriétaires qui effectivement... pour inciter efficacement des propriétaires à faire des travaux dont ils ne bénéficieront pas, puisque les économies d'énergie, elles bénéficient à leurs locataires. Et donc, de fait, c'est un pan qui, aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun travaux qui se fait sur ce C'est un sujet fondamental. Hein. Et donc, une des solutions Oui. qu'on propose, c'est à un moment de dire, en fait, les logements les plus mauvais, les passoires énergétiques, qui consomment parfois jusqu'à 5 000 à 6 000 euros de facture annuelle pour le chauffage, maintenant c'est interdit. Voilà. C'est interdit, souvent qui touchent des familles qui sont elles-mêmes précaires et qui ne peuvent pas payer cette facture. Alain Guillaume, pour rester parce que quand on a préparé le débat, on a échangé ensemble. J'ai essayé de comprendre votre métier, ce que vous faisiez. Alors on était sur les smart grids, l'idée qu'on pouvait créer des péréquations de l'énergie qu'on récupérait d'un bâti sur un autre. Et puis vous me disiez quand même au cours pour rester dans le sujet de la coercition, qu'il faudrait peut-être à court terme que le consommateur accepte d'avoir des trous de quelques minutes, de quelques heures, où il n'est plus approvisionné en énergie, parce qu'une manière de solidarité énergétique, il devra accepter qu'il y a une poussée de consommation un peu plus au nord, et que lui, dans son bâtiment, il doit accepter de ne plus pouvoir faire sa machine à laver le linge, ni sa vaisselle, et peut-être même ne plus regarder la télévision en allant très loin, ce qui serait un drame. On va vers ça ? Alors, on va vers ça pendant quelques instants dans la journée. Oui. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on ne va pas assez loin, on ne va pas assez fort, et ça va être un peu douloureux. Si c'était facile, donc plus on attend, plus ça va être douloureux en fait. Et voilà. Et en même temps, la coercition, on voit que c'est compliqué parce que Madame la préfète l'a rappelé ce matin, mais la crise des gilets jaunes a été précipitée par une mesure de coût de l'énergie. Ce qui se passe en Iran non, mais précipité. Je ne dis pas que c'est l'unique cause. Je dis que ça a été précipité. En tout cas, en Iran, le premier, Chili, c'était l'augmentation du prix de l'essence. Exactement. Le Chili, non, c'était pas coercitif, mais ça a provoqué l'idée qu'on n'avait plus les moyens de se déplacer, en l'occurrence. Voilà, en tout cas, on voit que ces questions, à un moment donné, que ce soit quantitatif ou prix ou réglementaire, d'influencer le comportement des consommateurs est très compliqué. Donc, effectivement, on peut mettre un certain nombre de moyens, de solutions techniques pour rendre ça moins douloureux. On peut imaginer des tas de solutions, et on le fait, digital, des solutions avec des batteries, avec des nouvelles technologies, faire du sector coupling, effectivement, pour transversaliser l'approche, que ce soit au niveau des villes avec des élus qui se parlent de plus en plus, des entreprises qui se parlent de plus en plus, qui changent leur stratégie, et des citoyens qui acceptent d'évoluer. D'évoluer, ou je le redis, d'avoir des trous de consommation pendant quelques temps. C'est-à-dire que vous, l'opérateur, celui qui lui vendra son énergie, lui dira, vous aurez potentiellement des baisses d'énergie, et vous devrez l'accepter en échange de quoi ? D'une baisse, d'une réduction, excusez-moi de le dire un peu. Voilà, l'idée, c'est que derrière la transition énergétique, il y a ce côté très compliqué parce qu'on change de modèle. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que l'énergie renouvelable coûte de moins en moins cher, les batteries également. Il y a les nouvelles technologies prometteuses de l'hydrogène, donc on est effectivement peut-être dans
dans une dizaine d'années, une vingtaine d'années, pour que ce soit vraiment que ça fonctionne à plein. Mais il y a des bonnes nouvelles. Et donc, à terme, on pourra très certainement trouver des situations où on apporte une stabilité. Donc, le réseau de chaleur, on a mentionné le prix stable ce matin. L'autoconsommation collective, c'est ça aussi. Ça permet à un moment donné de dire, on crée une PMO, donc une personne morale organisatrice, qui va garantir aux consommateurs à l'échelle d'un quartier, d'un district, un prix de l'énergie qui est fixe. Donc on voit qu'il y a aussi des bonnes nouvelles dans cette transition énergétique. Après, c'est très clair, il faudra faire beaucoup d'efforts. Et il faudra changer nos modes de vie, nos modes de mobilité, évidemment. Ce qui a été vendu dans les années 60 comme une liberté, qui est la voiture thermique individuelle, c'est en fait plutôt une dépendance en termes d'usage. Excusez-moi de revenir au gilet jaune à la préfète, mais on n'y touche pas à cette voiture thermique, puisque lorsqu'on y touche par une augmentation du carburant sous couvert d'une taxe carbone, enfin qui a été mal vendue, on a une petite révolution, on a une jacquerie. Enfin, c'est-à-dire, donc c'est quand même sérieux quand même ce truc. Parce qu'on s'y prend peut-être pas de la même manière. On rigole pas avec ça. En ce sens-là, qu'Amiens, le territoire d'Amiens est exemplaire. C'est-à-dire que je pense qu'il faut d'abord jouer pour montrer l'exemple aux citoyens et pas qu'ils se sentent toujours les premiers à devoir faire des efforts avant les entreprises, avant les services publics. Exact. Et tout le travail qui est fait à Amiens avec des tas d'exemples concrets, le BHNS, les réseaux de chaleur, le travail sur l'éclairage public, les réflexions sur l'autoconsommation collective, ça va dans le bon sens parce que ça montre aux citoyens une exemplarité du politique, une incitation auprès des entreprises à trouver des solutions qui vont bien. Deuxième chapitre, il est fondamental, c'est le thème de notre débat, puisqu'on s'est présenté, quel modèle, je vais vous reposer la question, vous allez avoir le temps pendant la durée de ma question d'y réfléchir, c'est quoi le modèle? C'est de l'éolien, c'est du solaire, on parle de cette friche de 18 hectares, le maire en parlait tout à l'heure, Brigitte Fourré, 18 hectares, ça représente quand même un volume gigantesque de panneaux photovoltaïques. C'est quoi le bon modèle? Pour les Français qui vous écoutent, qui vont vous écouter, ils vont se dire, mais c'est quoi l'énergie quand j'ouvre quand j'allume le courant et que je rentre chez moi, l'énergie qui arrive, elle vient du vent, elle vient du soleil, elle vient du biogaz, elle vient d'où? Pour vous qui êtes des experts, quelle est la bonne solution? Ou y en a-t-il une ou plusieurs? Pour être naïf. De manière très macro, le changement de modèle s'est passé du modèle actuel qui est un modèle monolithique où le pétrole ça sert à se déplacer, le gaz à se chauffer et l'électricité à faire tout le reste. Donc passer de ce modèle-là, où on a une source d'énergie primaire pour un usage, à un modèle où on va avoir une multiplicité de ressources et qui seront différentes selon les territoires. Pourquoi la région est la première région éolienne de France ici? Parce qu'il y a du vent. Parce qu'il y a du vent. Il n'y a pas que ce déterminisme physique, hein. Il y a quand même des choix politiques très forts. Les pays qui ont le plus de solaire en Europe, par exemple, est-ce qu'il y a des idées? Vous m'avez dit, voilà, mais je ne le dirai pas. L'Allemagne et le Royaume-Uni. Bon, c'est pas là où le soleil brille le plus. Okay. Donc, pour insister, il y a toujours ces deux dimensions. Une dimension purement physique et puis une dimension politique. À un moment, il y a des filières industrielles, il y a des choix politiques. Donc la réponse à votre question, elle est forcément plus diverse et compliquée que la description du système actuel. Ça, c'est vraiment le point. Et du coup, il faut atterrir à un moment sur un territoire pour se positionner sur c'est quoi le mix. Mais la réponse, le début de la réponse, c'est consommer moins et mieux. Ça, c'est clair. Vous revenez toujours à ce point de départ. C'est un point d'entrée crucial. Sinon, il va se passer ce qui se passe depuis 150 ans. Toutes les nouvelles sources d'énergie s'ajoutent les unes aux autres. Depuis 150 ans, il n'y a jamais eu de transition énergétique. Non. Elles s'empilent. Elles se sont empilées. Ça a servi à soutenir de nouveaux usages, de nouvelles consommations. Claire Roumet, on a beaucoup parlé, juste pour prolonger, on a parlé des fossiles, hein, gaz et pétrole. Engie nous disait, nous, c'est derrière nous, même s'il reste encore quelques structures à charbon dans le groupe, mais il y a une volonté de tourner la page. On n'a pas du tout évoqué le nucléaire, qui est souvent cité en exemple, d'ailleurs, comme un modèle de vertu énergétique, puisqu'il n'y a pas de dégagement de CO2, donc ce qui fait qu'on utilise parfois cette énergie comme une bonne source d'énergie. On l'intègre, le nucléaire, ou pas, Claire Roumet, dans le mix, puisque quand j'allume la lumière, on peut avoir du soleil, du vent, mais aussi de l'énergie nucléaire. Est-ce que c'est choquant, c'est vulgaire de dire ça? Non. Je vous ai vu me regarder bizarrement, en tout cas. Donc, Non, mais en tout cas, est-ce que le nucléaire peut être décentralisé?
Il y a Gravelines pas loin, mais bon, c'est un... Oui, voilà. Donc en fait, non, puisqu'il appartient à un système justement pour moi, le problème du nucléaire, au-delà de tout ce qu'on peut dire autour, enfin, qu'il y a énormément d'autres problèmes environnementaux qui s'ajoutent et surtout aussi de dépendance, parce que le problème du nucléaire, c'est qu'on est absolument complètement dépendant d'une ressource qui n'est pas ici. Mais c'est surtout que c'est une infrastructure totalement centralisée, même la plus centralisée possible et imaginable quasiment. Donc, par définition, entre guillemets, comme le modèle du futur, pour nous, il est fortement décentralisé, le nucléaire n'a aucune place. En plus du fait que, de toute façon, il éclate tous les coups, en fait, il éclate tous les... Il a zéro pointé absolument tous les critères qui ferait aujourd'hui n'importe quel investisseur autre que l'État français commencerait à se poser la question de mettre quelques billes dedans. Mais excusez-moi, parenthèse, moi encore une fois naïf et béotien, j'entends depuis le début qu'il faut trouver des énergies renouvelables qui soient à des coûts inférieurs, voire équivalents au coût actuel des fossiles ou du nucléaire. Comment se fait-il finalement, alors que vous dites que le nucléaire est cher, que les énergies renouvelables, qui sont des énergies gratuites, comme ça en apparence, le vent et le soleil c'est gratuit, n'arrivent pas à faire baisser les coûts considérablement? Si, les coûts sont radicalement inférieurs sur cette... Mais moi, je voudrais revenir sur votre question sur le modèle. C'est quoi le modèle? Absolument. C'est quoi Donc effectivement, en termes de flux et de sources, c'est un modèle totalement... mixte avec chaque territoire qui aura un modèle totalement différent. Par contre, ce que je vois qui est important et qui doit être sur tous les territoires et aussi un des atouts, je pense, du projet d'Amiens, c'est que c'est un modèle énergétique de gouvernance partagée. Quand on dit gouvernance partagée, ça veut dire aussi que les bénéfices sont partagés. Typiquement, dans l'exemple, est-ce que je mets ou pas ma machine à laver, et il faudra accepter que je ne mette pas ma machine à laver. Ça ne me pose aucun problème si je ne mets pas ma machine à laver à cette heure-là, parce que normalement, il y a une directive européenne qui dit quand on a cette flexibilité, moi, je peux, en tant que consommateur, vendre cette flexibilité au système. Ça dépend qui va utiliser cette flexibilité, qui va en faire des profits de cette flexibilité sur le système. Si c'est un des profits partagés, des intérêts partagés, qu'on peut utiliser ça pour financer autre chose qui est aussi nécessaire à réduire la consommation, par exemple, ça me posera a priori pas beaucoup de problèmes. Le vélo, par exemple, est en explosion totale dans toutes les villes d'Europe. Oui. Il y a eu électrique, notamment. Électrique et pas seulement, mais personne n'a vu la rapidité du déploiement possible du vélo. En fait, personne. L'ADEME a fait un appel d'offres en pensant qu'il y avait 10 villes qui allaient demander à être accompagnées. Il y en a, je ne sais pas combien, qui ont été 200 qui ont répondu à l'appel. Donc en fait, on n'a pas vu, on voit pas la rapidité avec laquelle les choses vont. Donc je pense que, en tout cas, le consommateur ou le citoyen, c'est très simple. En fait, de toute façon, le consommateur ou le citoyen, c'est nous. Donc si dans la salle on comprend, tout le monde comprend. Si on est prêt, tout le monde est prêt. Si on dit que tout le monde n'est pas prêt, ça veut dire que nous non plus, on n'y est pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de différence entre le citoyen et nous. C'est la même chose. Enfin, c'est cette schizophrénie aussi, on doit peut-être la changer. Donc, en termes de gouvernance partagée, l'idée, par exemple, d'avoir un réseau de chaleur qui est sous une forme de SEM et qui est géré et qui a été vraiment pensé avec les industriels qui ont justement toute la connaissance technologique nécessaire. On a absolument besoin de l'innovation des industriels et des entreprises, mais qui aussi se fixent en fait des objectifs qui ne sont pas seulement des objectifs de l'entreprise, qui sont aussi des objectifs du territoire. Et pour ça, il faut avoir une gouvernance partagée. Je citerai juste un exemple qui n'est pas très loin d'ici, d'un réseau de chaleur de la ville d'Eeklo, à côté de Courtrai en Belgique. Ils ont imposé, donc la ville a imposé dans son appel d'offres que 30% du réseau de chaleur appartiendrait aux citoyens. Donc avec un appel à contribution aux des représentants qui sont nommés par ou choisis. Non. On peut acheter une partie du réseau, un morceau de tuyau. D'accord, on devient actionnaire en fait. Voilà, comme on achète un panneau solaire qu'on peut mettre aussi sur la commune, sur l'église ou sur l'école d'à côté, on peut acheter un morceau de tuyau du réseau. Donc, et il y a des opérateurs qui ont été prêts. Il y a un consortium très complexe qui a répondu à l'appel d'offres, mais ce réseau appartient à 30% aujourd'hui aux citoyens. Et c'est un réseau de chaleur, donc c'est aussi vraiment changer la façon dont on imagine travailler entre collectivités, citoyens et entreprises. Ça va demander, mais vraiment, une totale transformation de la gouvernance et du partage des coûts-bénéfices et des risques sur un territoire. Mais c'est beaucoup plus intéressant, parce que c'est là où il va y avoir de l'innovation, c'est là où on va pouvoir
un peu faire des choses fun, quoi. L'implication que des des citoyens grandes- et l'acceptabilité des citoyens, parce qu'il y a l'implication dans les choix politiques et l'acceptabilité de ce nouveau modèle. Il faut quand même qu'il l'intègre. Du côté du clair, votre modèle, c'est quoi? C'est parce que les éoliennes, on en parlera cet après-midi, mais les éoliennes, pour certaines personnes, sont critiquées aujourd'hui. Elles font du bruit, elles ne sont pas écologiques, elles sont fabriquées avec du métal, elles clignotent, elles défigurent le paysage sur terre et en mer. Bref. Elles n'ont pas bonne presse, ces éoliennes. C'est un des modèles? Alors, sur le plan technique, je pense qu'effectivement, là aussi, on a quand même un certain nombre de choses qui sont relativement bien documentées, notamment dans les travaux de l'ADEME qui essayent d'éclairer ça depuis quelques années. Oui, cette trajectoire-là, et notamment d'autonomie, elle suppose d'aller chercher quasiment toutes les ressources locales qu'on peut trouver et qu'on peut imaginer. Donc oui, il va falloir des éoliennes, il va falloir des panneaux solaires, il va falloir du biogaz local, il va falloir récupérer la chaleur des data centers ou des autres installations industrielles, etc. Et il va falloir faire tout en même temps. C'est-à-dire qu'il y a finalement assez peu de possibilités de choix, parce que quand on enlève une des solutions, eh bien en fait, par quoi on la remplace? Alors soit on accepte de la remplacer comme on fait aujourd'hui par du fossile, et du coup ça veut dire des émissions, ça veut dire des catastrophes subies, des importations, etc. Ou du stockage, puisque je voulais vous amener doucement vers la question du stockage. Alors le stockage, je laisserai peut-être mon voisin en parler un Non, petit mais enfin, peu. c'est l'autre option technique. Donc voilà, sur le plan technique, on a quand même pas mal de scénarios qui montrent que effectivement, il y a d'abord une baisse des consommations et ensuite un fort développement de la plupart des filières auxquelles on peut penser. Et d'une certaine façon, en France, on a quand même une chance par rapport à ça, c'est qu'on a un potentiel d'énergie renouvelable qui est parmi les plus importants d'Europe et assez bien réparti sur différentes filières. On a de l'hydroélectricité, on a du bois, on a des déchets agricoles, on a des façades maritimes sur lesquelles on peut faire plein de choses, on a des aussi montagnes. de l'ensoleillement, on a des montagnes qui donnent de la puissance au fleuve, etc. Donc on a quand même cette chance d'avoir sur le plan géographique des ressources assez considérables. Mais le modèle, c'est pas que de la technique, et du coup, je voulais aussi rebondir et élargir peut-être un petit peu le propos de Claire Roumet sur la gouvernance, finalement, avec qui on travaille et dans quelles conditions, à une question aussi territoriale de solidarité entre territoires. Et derrière cette question d'autonomie énergétique, il y a est-ce qu'on est tout seul à être vertueux, ou est-ce qu'on le fait avec les autres? Parce que tout le monde doit être autonome énergétiquement, ou en tout cas doit avoir réussi sa transition, et donc il ne faut pas qu'on soit en concurrence sur les ressources. Si on se bat sur les ressources, on a tous perdu. Enfin, excuse-moi, sur le vent et sur le soleil, enfin, je veux dire, bon, le soleil... Oui, mais sur la biomasse, sur l'eau, sur les déchets valorisables, il y a tout un tas de sujets sur lesquels on peut être en concurrence sur l'argent disponible pour investir. Voilà. Donc il y a tout un tas de choses sur lesquelles on peut être en concurrence. Et donc ça c'est un piège, vraiment. Demain, le modèle, c'est la coopération. Et la coopération, alors c'est un mot un peu facile à utiliser, c'est pas du tout facile à faire. C'est un joli mot, mais qui n'est pas facile à mettre en... C'est une vraie posture, et ça nécessite des vrais changements de pratiques, de façon de travailler, etc. Et donc coopération entre différents types d'acteurs au sein d'un territoire, donc puissance publique, monde économique et entreprise. Et là, les tables rondes de ce matin ont montré que ça pouvait être très dynamique. Les citoyens, Claire vient d'en parler, et c'est aussi coopération entre territoires, donc intégrer le fait que de plus en plus, on va échanger des ressources et on va devoir discuter ensemble de la manière dont on le fait, de comment on se les répartit et de notre destin commun. Alain Guillaume, question sur le modèle pour que chacun reste à travers vous, votre fenêtre d'entreprise au Mexom. D'abord, double question, Claire Roumet va me le reprocher immédiatement. Qu'est-ce que vous demandent les villes ? Et qu'est-ce que vous, en échange, vous leur proposez, j'allais presque dire, dans l'argument commercial? Vous leur dites, vous allez être formidable parce que vous serez vertueux, ou vous leur dites, c'est formidable parce que vous allez gagner de l'argent? Je vais juste d'abord revenir sur les D'accord, mais vous répondrez bien à ma question sur le vertueux ou le gain. Évidemment. Nous, donc au Mexom, on a développé deux choses ces dernières années, deux expertises qu'on n'avait pas, c'est le stockage
et c'est les solutions digitales. Parce qu'on voit bien venir de manière structurelle les énergies renouvelables, donc l'intermittence. Et l'intermittence et la gestion du réseau jusqu'à ce qu'on soit vraiment à un niveau décentralisé, où à ce moment-là la question du réseau se posera différemment, mais là on est à 20, 30, 40 ans, il faut la gérer. Et donc on la gère comment? Avec du digital et avec de la batterie. Voilà, donc c'est aussi un repositionnement. Pour combler l'éventualité qu'il n'y ait pas de vent et pas de soleil. Et pour gérer, voilà, à un moment donné, un réseau c'est très facile, il faut que l'offre et la demande à un moment donné soient équivalentes. Donc si on a plus de demandes, il faut rajouter de l'offre, ou alors il faut avoir des mécanismes qui viennent s'y substituer. Et donc les batteries, pour éviter d'avoir à faire tourner des centrales à gaz ou à fioul, et du digital pour à un moment donné être capable d'agir, de faire de l'effacement. L'effacement qu'on fait sur les industries aujourd'hui, mais que demain ou dans un certain nombre d'années, on sera capable de faire au niveau L'effacement. diffus. Voilà, c'est être capable de jouer sur décaler la machine à laver, décaler... Ce qu'on évoquait tout à l'heure avec mes mots très simples que vous utilisez comme l'effacement. Voilà. C'est-à-dire une forme de péréquation. Et dans un contexte où, pour reparler des citoyens, des usagers, on est de plus en plus conscience de ce qu'il faudrait faire et en même temps on ne le fait pas, et voire on accentue, on aggrave, puisqu'aujourd'hui on utilise tous de plus en plus Netflix par exemple. Il faut savoir que Netflix, c'est, contrairement à des DVD qu'on se prêterait, qu'on se rééchangerait, c'est énormément de consommation d'énergie et surtout tendanciellement ça pose problème. Voilà, même les vidéos YouTube, j'ai un papier dans le Figaro qui alertait d'ailleurs sur les risques d'aller chercher en permanence des vidéos, parce qu'une vidéo c'est une consommation d'ampoules. Il n'y a aucune pédagogie de fait là-dessus, alors qu'on passe nos journées la tête sur des vidéos en fait. Et là, vous n'avez pas de solution, vous, sur ces questions-là. Vous ne pouvez que le constater. On a des solutions. On va essayer de travailler avec les data centers, les Google, les Apple, qui aujourd'hui ont très clairement dit, nous, on fera du 100% renouvelable. Nos data centers, ils seront autonomes en énergie. Enfin, il y a beaucoup de stratégies des acteurs côté entreprise qui s'imposent des nouveaux modèles de faire. Et nous, on leur apporte des solutions globales en disant, bon, votre data center, on va récupérer l'énergie. Vous discutez, vous, en tout cas votre groupe, discutez avec les GAFA. Oui. Enfin, nous, on les perçoit à la fois comme une menace parce qu'effectivement, un certain nombre de plateformes peuvent un peu, j'aime pas le terme, mais disrupter un peu les modèles économiques d'aujourd'hui. Et en même temps, c'est des partenaires parce que lorsqu'ils se disent, on se rend compte de l'impact qu'on a sur la consommation d'énergie et le fait que les consommateurs, qui sont donc leurs clients, accordent de plus en plus de place à cela, ils apportent une réponse. Donc ils essaient de s'améliorer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas encore totalement en autonomie sur leurs énormes mais processeurs qui consomment de manière colossale. Mais la stratégie est là, en tout cas pour une bonne partie d'entre eux. Il y a quand même un repositionnement ces dernières années pour essayer de faire mieux. On va parler des batteries. Et la réponse sur les villes, comment on les accompagne. Oui, est-ce que c'est vertueux ou est-ce que vous leur dites, voilà, vous allez être vertueux, c'est formidable et vous aurez un petit diplôme à la fin de l'année de vertu, ou vous leur dites, moi je vous assure un gain, une économie nette qui permet évidemment à la collectivité de pouvoir dégager des marges et peut-être les réinvestir ailleurs. Ce qui est intéressant avec les collectivités, c'est qu'aujourd'hui, on a une demande très forte pour les accompagner et les aider. Là où hier, on avait des villes qui plutôt nous disaient, bon, j'ai un service d'éclairage public, il faut que ça tourne, j'ai un service de déchets, il faut que ça tourne, etc. Là aujourd'hui, on a des villes qui nous disent, j'ai envie, je veux me donner les moyens, je ne sais pas faire. Alors nous, on a fait deux choses. On a construit une offre d'ingénierie territoriale amont, donc on prend plus de temps avec différents partenaires qui ont leur spécificité de monter des groupements d'accompagnement de ces villes. Donc on maîtrise une partie de la solution, pas tout, donc on s'accompagne, enfin on se fait accompagner. Quand on va faire des projets d'autoconsommation collective et qu'il s'agit de monter des personnes morales organisatrices, c'est un métier qu'on ne connaît pas. Il faut aller voir les citoyens, leur expliquer, voilà le projet, c'est de mettre sur vos toitures du PV, de participer à un contrat à 20 ans qui va vous permettre d'avoir une énergie d'une autre manière avec un autre cadre. Donc il faut l'expliciter. Et la pédagogie dont on a parlé ce matin, elle est essentielle. Et nous aussi, il faut qu'on soit capable de le faire au travers de nos projets. C'est aussi un changement de paradigme pour vos stratégies. Il y a plus de pédagogie, il y a plus de réunions, il y a plus d'échanges avec les citoyens, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Oui, et c'est une partie non nulle des coûts d'ingénierie et de construction de ce type de projet. Donc ça a un vrai impact sur la manière dont on procède. Après, sur le côté, ce qu'on propose aux villes, c'est très simple. Donc, quand elles demandent une acceptation, enfin en tout cas un résultat global, on va s'appuyer sur ce qu'il est possible de faire et là on revient sur la réglementation. En matière d'éclairage public et de ville intelligente, de territoire intelligent, on peut faire aujourd'hui beaucoup plus de choses qu'il y a 10 ans parce que les lois ont évolué.
les marchés globaux de performance énergétique, où aujourd'hui on peut à la fois travailler sur cette verticale éclairage public extrêmement rentable et à la fois travailler sur de l'ENR, sur des systèmes d'hypervision, etc. Ça, c'est possible parce que réglementairement, on peut le faire. Donc, on peut décloisonner les approches des villes. Et une partie des dépenses d'investissement qu'on va réaliser pour la gestion d'un service vont être réutilisables pour les autres services. Donc, on arrive à faire plus de qualitatif, plus d'engagement sur les économies d'énergie et en même temps avec des coûts d'investissement qui sont plus limités. Et enfin, ces contrats, c'est intéressant aussi parce que ce n'est pas le critère prix qui va définir le gagnant de l'appel d'offres. C'est un critère prix dépendant d'un certain nombre de paramètres qui sont d'atteindre les économies d'énergie, qui sont extrêmement fortement pondérées dans l'appel d'offres, et de les garantir. Donc si on n'atteint pas... Ce qu'on évoquait tout à l'heure. Tout à fait. Si on ne les atteint pas, ces économies, on est impacté financièrement. Et si on les dépasse, on va partager la survaleur avec la ville. Donc on voit bien que le cadre réglementaire... Il va être challengé, quoi. Il faut ouais, vraiment tenir vos engagements et aller plus loin encore. Sur la batterie, je voudrais vous entendre parce que c'est des sujets européens par essence, c'est des sujets au-delà de la transition industrielle, puisqu'on a beaucoup dit que le photovoltaïque, cette filière avait été passée en Chine et que la France, l'Allemagne ou d'autres avaient raté le marché. Est-ce que sur la batterie, puisqu'on en parlera avec l'un des chercheurs qui a été décoré par le CNRS, il est sur Amiens, c'est un spécialiste, on l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce que le modèle de la batterie vous semble intéressant ? Ion, lithium, est-ce qu'on va vers ça ? Alors qu'on sait que quand on lit des articles sur ces batteries, elle est éminemment critiquée. Le lithium, on en vient comme pour l'uranium, extraction lointaine, tension sur la matière première. En fait, quand on travaille sur ce sujet, on a l'impression qu'il n'y a pas de bon modèle. C'est terrible. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste des questions de batterie et du coup de leur cycle de vie ou de la manière dont ça fonctionne. Donc, je ne pourrais pas forcément apporter une réponse très éclairante sur ça, mais peut-être juste dire que effectivement, les solutions de stockage, d'une manière générale, et de flexibilité vont être nécessaires et de plus en plus nécessaires. Donc il y a effectivement une place pour la batterie, notamment en électricité. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres outils de stockage qui peuvent être imaginés. Il y a aujourd'hui principalement par exemple les barrages, les stations de pompage, turbinage. Donc c'est comme ça qu'on stocke aujourd'hui l'électricité principalement en France. Quand vous avez trop d'électricité, vous pompez de l'eau, puis quand vous en manquez, vous la returbinez dans l'autre sens, et donc ça refait de l'électricité. Et on peut avoir d'autres systèmes de stockage. Mais encore une fois, je pense que toutes ces technologies vont être utiles dans un mix et en associant aussi de la flexibilité sur la demande. Donc c'est là où effectivement ce que disait Vinci Énergie était intéressant, c'est de dire on va aussi accompagner les gens et les outiller pour qu'ils puissent aussi mieux piloter leur consommation, la réduire, la mettre au bon moment pour que ça corresponde à nos capacités de production et d'approvisionnement globaux. Éric Vinolec, sur cette question de la batterie et... Cette question, en fait, elle illustre le fait que si on n'interroge pas les besoins en amont, en fait, on déplace les problèmes et on résout rien du tout. Et c'est pour ça qu'on a passé un petit bout de temps au début à dire il faut penser réduction de la demande avec la sobriété, l'efficacité. Pour prendre un exemple très concret, on fait ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie sur les véhicules électriques. Et quand on regarde sur un véhicule électrique avec une batterie lithium-ion, quel est l'intérêt de ce véhicule ? L'intérêt principal du véhicule électrique, c'est qu'il consomme 3 fois moins que le véhicule thermique. Donc, par rapport à votre question tout à l'heure, est-ce que ça veut dire vivre différemment ? On voit qu'avec un objet technique assez similaire à ce qu'on a aujourd'hui, vous prenez une Zoé. Une Zoé, au 100 km, elle consomme l'équivalent d'1,5 litre d'essence. Bon, c'est ce qui roule dans nos rues aujourd'hui, donc c'est génial. Sauf qu'à côté de ça, il faut compter la batterie. Et que quand on compte la batterie, on se rend compte qu'il faut quasiment 100 000 km pour amortir le poids environnemental du véhicule. Pour équilibrer Pour fabriquer la batterie, en fait, il y a besoin de beaucoup d'énergie. Oui. Et tout ça, du coup, ça réduit énormément l'intérêt du véhicule électrique. Si votre véhicule électrique, vous arrêtez de le penser de plus en plus gros, parce que vous dites qu'il faut 5 sièges et que 2 tonnes, c'est le futur et que 1 tonne, c'était le passé... Et donc que vous refaites des petits véhicules adaptés, partagés en ville, que vous faites plus de covoiturage, etc., vous redimensionnez le système. Et là, vous divisez par 3 ou 4 le poids de la batterie et donc l'impact environnemental de la batterie. Donc cette question du stockage, elle apparaît à terme incontournable, elle pose des questions environnementales cruciales qu'on commence à bien faire apparaître aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'avant de dire il y a une solution technique, il faut penser le dimensionnement du système énergétique.
Donc ça, c'est sur l'aspect environnemental. Et juste pour terminer sur cette question-là, je pense qu'il ne faut pas non plus occulter l'aspect géopolitique. Il y a un papier qui vient d'être publié dans Nature. Aujourd'hui, les 2/3 des éoliennes produites, des panneaux solaires produits et des batteries produites viennent de Chine. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est un vrai sujet. Bon, en même temps, la Chine est l'usine du monde. Donc il n'y a pas de raison qu'ils fabriquent tout, sauf les dispositifs techniques de production d'énergie. Mais c'est un regret. Il faut bien avoir ça en tête. Il faut relocaliser ces industries. Ouais, voilà. Mais comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, de toute façon, l'intégralité de nos énergies primaires sont importées en France. Oui, ce que vous évoquiez au début de. Donc voilà, si on pense que technique, il n'y a pas de raison que les choses se passent différemment. Il faut une stratégie industrielle. Il faut des visions politiques claires, parce que sinon, on va déplacer une dépendance plutôt Moyen-Orient, Russie, et puis l'uranium, c'est un peu plus diversifié. Il y a le Canada, Australie et tout. On va déplacer cette dépendance-là pour une autre qui sera plus tournée vers l'Asie. Mais qu'est-ce que vous dites à vos interlocuteurs européens sur cette question des batteries ? Par exemple, sur les stockages, sur les batteries, il y avait deux questions. Il y a eu deux questions récentes. Donc, la première question, c'est effectivement le commissaire qui est sortant. Enfin, je crois que c'est aujourd'hui qu'il est voté au Parlement européen, les nouveaux commissaires. Donc, Arias Cañete, lui, qui était le commissaire à l'énergie, il voulait absolument convaincre tous les maires. En Europe, il y a une initiative qui s'appelle la Convention des maires. Il y a plus de 9000 maires qui l'ont signée. Donc, via cette initiative, il voulait convaincre tous les maires de s'engager justement au déploiement des bornes électriques pour les charges de véhicules. Et il n'a pas du tout eu la réponse qu'il attendait, parce que les maires lui ont dit « on s'en fout, on ne veut plus de voitures. Nos villes sont congestionnées. » Notre premier problème, c'est pas le thermique. D'ailleurs, bon, bien sûr, c'est un problème. Il y a la pollution, etc. Voiture. Mais on peut plus. On est trop nombreux et on n'y arrive pas. Nos villes sont congestionnées. Elles meurent de congestion. Donc, en fait, il n'était pas du tout à cette réponse. Donc, ça, c'est une partie de la question. Et sur le stockage, justement, c'était un des points très, très forts de grosses négociations avec les opérateurs de réseau qui ne voulaient absolument pas laisser aux opérateurs locaux quelconque rôle dans le stockage de l'électricité, dans la directive qui s'appelle directive de l'électricité qui a été approuvée depuis. Alors, sans savoir exactement... Quel était l'enjeu ? Excusez-moi, l'enjeu c'est quoi ? C'est un enjeu économique ? Il faudrait leur demander. Un En fait, contrôle je pense qu'effectivement, il doit y avoir un peu de tout. Il doit y avoir de contrôle. Ce qui est sûr, c'est que les arguments qui étaient sur la table ne tenaient pas. C'était des arguments, justement, les autorités locales, elles ne savent pas faire. Elles vont encore, justement, elles vont mettre on-off quand il ne faudra pas. Non, le stockage, c'est trop important. Et ça ne peut pas être laissé dans les mains de gens qui ne savent pas ce que c'est que l'électricité. Donc, c'était forcément des faux arguments. Par contre, je pense que le stockage au niveau local reste un impensé par rapport à l'organisation du marché. Et qu'effectivement, peut-être que ce n'est pas les autorités locales en tant que telles qui sont les mieux placées, ça c'est totalement possible. Mais là, il y a forcément un maillon, justement, qui reste un impensé. Et ça reste peut-être un impensé parce que parfois, il faut plus de maturité aussi. Parce que dans le stockage, il n'y a pas que l'ion, je comprends, enfin, il y a l'hydrogène, il y a des tonnes d'autres choses possibles. Et j'imagine que là, peut-être qu'il y a juste... Enfin, je ne peux pas répondre à la question du pourquoi, mais le fait qu'il y a... Tout le monde était, qu'il y a eu une telle bataille. Nous, du coup, on s'est juste battu. On ne savait pas très bien quel était l'enjeu, mais on s'est juste battu pour qu'au moins les autorités locales, elles aient le droit d'être acteurs sur ce marché, sans savoir si finalement, effectivement, c'était leur rôle. Mais la bataille était forte, donc forcément, il doit y avoir quelque chose derrière. Juste d'un mot sur ces batteries. En préparant le débat, vous évoquiez une autre hypothèse qui me semblait être de la science-fiction, mais qui n'en est pas. C'est l'idée que la batterie des voitures, ces fameuses voitures dont certains maires ne veulent plus dans leur centre-ville, peuvent aussi elles-mêmes être des actrices pour générer de l'énergie. C'est-à-dire des véhicules qui ne fonctionnent pas et qui sont à l'arrêt. C'est l'avis d'ailleurs de la plupart des véhicules. Elles roulent puis s'arrêtent. Est-ce qu'on peut utiliser ces batteries comme aussi des éléments supports envoyant de l'énergie ? Ce n'est pas de la science-fiction, ça existe. Aujourd'hui, c'est encore marginal, ce qu'on appelle le V2Grid, donc le véhicule to grid, on va utiliser la batterie pour, quelque part, rapporter de l'énergie supplémentaire au réseau. Ça fonctionne sur un certain nombre de démonstrateurs à petite échelle. Enfin, c'est pas commercialisé. Je pousse la porte de mon concessionnaire demain matin, il va me dire, écoutez, c'est génial, vous allez pouvoir vendre votre courant. Ce qu'on trouve aujourd'hui par un fournisseur, c'est la rémunération
à un moment donné, si on accepte de ne pas remplir, enfin Charger sa alimenter voiture, ouais. sa batterie à une certaine heure. D'accord. Ça, on commence à le trouver, donc c'est de l'effacement diffus. Ce qu'on trouvera demain vraisemblablement, c'est la possibilité, en tout cas techniquement c'est tout à fait faisable, d'avoir une alimentation de la batterie qui va vers le réseau. Après, encore faut-il que ça ait un intérêt pour le gestionnaire de réseau. Et on est aujourd'hui sur des quantitatifs et des problématiques de gestion qui sont un peu complexes. Il y a un deuxième aspect sur les batteries de véhicules électriques qui est, à mon avis, beaucoup plus porteur d'avenir. Aujourd'hui, alors un peu plus loin d'Amiens à Yaoundé, au Cameroun, c'est plus loin. on propose un projet d'autoconsommation collective qui est bien avancé. Donc on a toujours ce travail sur la rénovation des luminaires pour avoir un retour sur investissement rapide qui va subventionner la partie batterie EMS, donc gestion de la batterie. Et ce sont des batteries de seconde vie de véhicules électriques. Et là, c'est très intéressant parce que la batterie, donc là, il y a du recyclage, c'est intéressant. Il y a du recyclage et il y a, dans ce cas-là, enfin, les batteries de véhicules électriques sont considérées comme inaptes à rendre leur service quand elles ont une capacité qui descend en dessous des 80%. Donc une batterie qui est quasiment neuve, 80%, c'est mais qui ne rend pas le service pour une voiture. Elle ne rend plus le service, on va la mettre de côté. Ce qui répond aussi à une partie de l'équation des 100 000 heures, effectivement, pour avoir un bilan écologique favorable aux véhicules électriques. Deuxième vie de la batterie, et donc ça. Après, dans ce projet, pour retomber sur des problématiques chères à l'ADEME, l'économie circulaire, et donc on a prévu dans le budget de rapatrier la batterie pour qu'elle soit démontée ensuite en France dans 20 ans à la fin du projet. Vous dites ça pour pas qu'elle soit démontée dans des charges sauvages, à l'arrache, comme on dit, c'est ça? Tout à fait, avec des problématiques qu'on connaît. Alors bon, là c'est du lithium-ion, donc c'est un peu différent, mais dans un certain nombre de pays, moi je pense au Cambodge pour y avoir passé quelques années, la problématique des batteries à plomb qui sert en fait de stockage qu'on recharge par des générateurs diesel et qui sont ensuite délivrés dans les villages disséminés un peu partout, elles finissent nécessairement sur le bas-côté ou pire dans les lacs, dans les rivières. Et quand on sait les dangers du plomb. Voilà, le saturnisme qui est derrière, c'est un vrai sujet. Donc nous, en tant qu'entreprise, au Mexom, et c'est plus largement chez Vinci Énergie, on s'interdit d'aller dimensionner des services off-grid à l'autre bout du monde. On a des projets hyper intéressants là au Brésil, où on a mis des solutions off-grid pour alimenter des villages qui n'ont pas l'accès à l'énergie par le réseau, avec du micro-photovoltaïque, un peu de batterie et un peu de capacité d'alimentation, un peu de réseau. Et ça, évidemment, on s'interdit de le faire avec des batteries à plomb pour ces raisons-là. Et la question du lithium-ion, si on commence à envisager que dans beaucoup de pays en développement, alors on sort peut-être un peu du sujet, mais l'utilisation de ces batteries, elle se posera. Et le recyclage de ces batteries doit se poser. Et là, on retombe aussi sur ceux qui portent ces projets dans les pays en développement. On est sur la même problématique qu'en France. C'est-à-dire que si en France, on veut que les opérateurs, les industriels, les entreprises privées répondent de manière vertueuse, encore faut-il que les appels d'offres imposent les cadres qu'on vous impose, bien sûr. Tout à fait, qu'on soit vertueux et qu'on soit très qualitatif. Jean-Baptiste Lebrun, il y aura peut-être des questions dans la salle avant de clore cette première table ronde. Enfin, en tout cas, il y aura une prise de parole conclusive, bien sûr. Vous vouliez intervenir? Oui, simplement sur la question de la mobilité électrique et du coup du service réseau que peut apporter les batteries. On a une difficulté. Alors, je ne connaissais pas le secteur coupling, peut-être que ça répondra à ça, mais moi, je travaillais notamment avec la ville de Paris quand la décision a été prise de sortir du diesel assez vite. Et ça a beaucoup perturbé toute la filière automobile. Et j'avais assisté à un salon, notamment de constructeurs ou de différentes solutions en termes de mobilité, notamment sur le fret avec des camions. Et donc la grosse transition, c'était comment est-ce qu'on installe nos usines de montage, etc., pour passer à l'électrique, etc. Et à aucun moment, dans tout l'événement, ne s'est posé la question de comment est-ce qu'on va recharger ces batteries. C'est-à-dire que c'était un impensé complet. La filière automobile ou de la construction, c'est déjà un tel défi de changer de technologie que finalement la question de d'où va venir l'énergie, on trouvera bien une solution. Comme si tout avait été fait, que c'était réglé. Voilà. Et le piège inverse, c'est que du côté des énergéticiens, on se dit c'est génial, on va avoir plein de batteries et on pourra en faire ce qu'on veut dans les véhicules et ça va tout nous résoudre. À un moment, si on ne se parle pas et si on ne se met pas d'accord
sur quand est-ce qu'on peut recharger, quand est-ce qu'on peut pas recharger, quel impact sur ça, sur la mobilité, les services qu'on propose, quel impact ça a sur l'énergie, les services qu'on propose en matière d'énergie, je pense qu'on risque d'avoir un problème. Donc à mon avis, il faut faire attention avec ce genre de choses sur le fait que, encore une fois, une technologie, et là je reviens aussi à ce que disait Eric, une technologie, il faut bien voir ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, les usages, les conditions, et il faut bien intégrer toute la chaîne parce que sinon on peut avoir des difficultés. Donc ne pas imaginer que la batterie va rendre des services au réseau, oui, mais à quel prix sur l'offre de mobilité qu'il y a derrière. Pour conclure, et qui est en fait finalement une ouverture sur les tables rondes qui vont suivre, parce qu'elles vont toutes s'emboîter les unes aux autres, vous commenciez cette table ronde par nous dire, c'est bien, tout ce qui se fait à Amiens est formidable, mais on n'est qu'à 5, et grâce au réseau de chaleur, on va passer à 10. 2,5, 5, vous voyez que j'étais plus ambitieux. Vous avez une mémoire redoutable. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, et j'aimerais bien avoir votre point de vue, pour que Amiens, qui pourrait même d'ailleurs servir de modèle, puisse passer de 5 à 10 ou de 5 à 25. Très concrètement, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Alors, mes collègues, je pense, vont répondre sur des aspects très, très territoriaux et locaux. Du coup, moi, je vais répondre à une échelle un peu macro. Oui. Parce que je pense que cette question des différentes échelles, elle est cruciale. On l'a dit, il faut quasiment jouer sur tous les tableaux, sur toutes les techniques. Et il faut jouer sur les différentes échelles aussi. Et du coup, moi, je veux te dire 2 mots sur la taxe carbone, peut-être, dont on a parlé rapidement tout à l'heure. Le retour. Le retour et la question de la justice, la transition juste, qui est une notion qui est apparue suite à ça. La taxe carbone, on l'a mis en place le 1er avril 2014 à 7 € la tonne de CO2. Personne ne l'a vu sur le litre d'essence, et donc c'est passé, et puis on a augmenté. Aujourd'hui, on est à 45 €, elle est bloquée à 45 € depuis 2 ans. 45 €, on ne sait pas vraiment ce que ça fait, 45 € par tonne de CO2. Ça fait à peu près 12 centimes par litre d'essence. Bon, ça commence à se voir, en fait. Jusque-là, ça ne se voyait pas. Et quand on dit l'ambition, c'est passer à 100 € en 2030, vous voyez, ça fait oui, ça va faire 25 centimes. Et quand on parle de 2050, qui sont un peu les horizons qui nous intéressent, les ordres de grandeur qu'on pose, c'est 400 € la tonne de CO2. Ça veut dire de l'ordre de 1 € par litre. Alors, soit on dit, et on pense le système tel qu'il est aujourd'hui, c'est insoutenable, parce que ça veut dire que j'ai payé mon essence 2 fois plus cher. Donc 2,46 € par exemple. Modulo le fait que les prix pourraient augmenter sur les marchés internationaux, donc disons 3 €. Donc soit on dit ça semble totalement inconcevable, et on voit bien que c'est une situation explosive, soit on se dit le signal, il est clair, il est donné aujourd'hui, et d'ici... Attendez, il y a quelqu'un qui cherche ce GPS à aller quelque part. Est-ce que vous avez trouvé votre chemin, monsieur ? Qui ? Vous l'avez trouvé, votre chemin ? Parfait. Donc 3 € le litre d'essence. À 2050. C'est effrayant ce que vous dites, hein, parce que les gilets jaunes, sur une petite augmentation, sont allés dans la rue. Si on dit que ça, c'est effrayant. On a 30 ans devant nous. 30 ans, ça veut dire qu'on va changer 2 fois l'intégralité du parc de véhicules. Le parc a une durée de vie de 15 ans en France. Ça veut dire que si on vend 40% de SUV comme aujourd'hui, c'est effrayant, effectivement. Oui. Si on oblige, et là ça rejoint la question de coercition, les fabricants à faire des véhicules qui consomment 2 ou 3 litres au 100, ce qu'on sait faire techniquement, et bien en fait, au final, la facture est exactement la même pour le consommateur. Donc c'est pas du tout effrayant. Le litre sera 3 €, sauf qu'on consommera 2 fois moins d'énergie pour se déplacer. Donc la facture sera exactement la même. Et on aura consommé 2 ou 3 fois moins d'énergie par rapport à aujourd'hui. Donc je voulais décentrer un peu la conclusion pour dire la question macro, elle est cruciale. On consomme du carburant, si je peux me permettre, donc du polluant, on est d'accord. Voilà. Donc il y a quand même ce risque-là. Donc soit on voit que le côté bâton, et c'est un peu tel que ça a été pensé historiquement, soit on pense le bâton et la carotte. Il faut probablement penser les deux, c'est-à-dire envoyer des signaux pour dire qu'il faut consommer moins, soutenir les offres beaucoup plus efficaces et sobres, et l'organisation territoriale aussi. Si on dit aux gens faites du vélo, mais qu'on leur met juste des 2 fois 2 voies en bas de chez eux, ils ne prendront pas leur vélo avec leurs enfants, ça c'est clair et net. Et faites du vélo dans les villes, ce qui est possible aujourd'hui parce que ça se développe, mais vous ne pouvez pas faire de vélo en Seine-et-Marne, vous ne pouvez pas faire de vélo dans l'Oise pour aller sur votre lieu de travail. Exactement. Même si les gens aiment le vélo. L'interurbain est un impensé. Donc il y a besoin d'avoir un signal prix clair, de dire ça va coûter plus cher, il y a besoin d'avoir un signal vers les industriels pour dire faites des objets techniques qui soient plus sobres, plus efficaces.
Et ensuite, les collectivités ont un rôle crucial sur l'infrastructure. Faites une infrastructure pour Adapté. avoir ces véhicules-là, pour avoir du vélo. Voilà. Bon, après, je vais laisser mes collègues compléter sur les questions territoriales. Pour répondre et pour clore ce débat sur la ville autonome en énergie en 2050, qu'est-ce que la ville d'Amiens, puisque vous la challengez en quelque sorte aujourd'hui, elle sert à ça, ces tables rondes aussi. Qu'est-ce qu'elle doit faire, en plus de tout ce qu'elle fait, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on va entendre pendant 2 jours, pour aller plus loin, pour atteindre l'objectif? Déjà, vraiment travailler en continuité, s'assurer de surtout pas casser la dynamique. Mais la dynamique qui est intéressante et qui a été commencée à Amiens, c'est justement de commencer à embarquer tous les acteurs. Donc je pense que pour arriver aux 10%, ça veut dire typiquement, j'ai en tête l'exemple de Manchester. Eux, ils se sont dit, bon, l'aéroport, c'est en dehors, parce que l'aéroport de Manchester est trop gros, puis il est un petit peu loin. Mais sur la ville qui consomme, ils ont un très gros propriétaire immobilier qui a tous les centres commerciaux et ils ont l'hôpital. Donc ils sont allés voir l'hôpital et puis aussi les centres culturels et les centres, les églises. Et ils sont allés voir ces acteurs qui sont des acteurs clés, qui sont des acteurs aussi, entre guillemets, justement, totems sur le territoire et qui peuvent embarquer leur propre communauté, leurs propres partenaires. Ils ont créé ce qu'on appelle un Climate Change Partnership, donc un partenariat sur le changement climatique, de lutte contre le changement climatique au niveau local, et qui vraiment embarque les différents acteurs pour partager les responsabilités. Donc là, je pense qu'une des premières choses, c'est pouvoir identifier les 3 ou 4 grands autres totems sur le territoire qui peuvent faire après le réseau de chaleur, après le bus. Typiquement, il faut encore d'autres totems emblématiques qui, a priori, ne devraient pas être dans la sphère publique. L'autre chose qui est très importante, c'est par exemple, quand est-ce que vous allez faire votre prochain PLU, est-ce qu'il est compatible? Est-ce que vous avez prévu de faire des nouveaux centres commerciaux? Est-ce que vous avez prévu des nouvelles zones industrielles ou d'activités économiques? Est-ce que, ce qui n'est pas un mal en soi, est-ce qu'ils ont été pensés pour justement être compatibles avec un objectif d'autonomie énergétique? Et pas uniquement commercial et purement financier. En tout cas, qu'ils soient accessibles différemment, qu'ils soient peut-être des plus petites unités. Est-ce qu'il faut accompagner les zones actuelles, qui sont des zones peut-être en déshérence et qui sont aujourd'hui, de toute façon, enfin, toute l'hyperconsommation ou les hypermarchés sont en crise totale? Est-ce qu'on les accompagne? Est-ce qu'on a prévu justement un autre modèle, recentraliser un certain nombre d'offres? Et enfin, le dernier levier, donc ça je pense que c'est les leviers de planification stratégique qu'une ville a. Aujourd'hui, il n'y en a jamais aucun qui se pose la question si elle est ou pas alignée, à part le schéma énergie justement, avec des objectifs climat, des objectifs de neutralité carbone ou d'autonomie énergétique. Et le dernier, c'est de se dire, aujourd'hui, le budget de la ville, est-ce que c'est un budget de fonctionnement ou est-ce que c'est un budget de dysfonctionnement? Et comment je transforme mon budget en outil et que je me pose systématiquement la question, ici je mets tant pour telle activité dans telle école. Est-ce que ça, c'est une activité qui est effectivement en ligne avec, est-ce que c'est une activité neutre par rapport à mon objectif carbone ou neutralité, autonomie énergétique? Est-ce que c'est une activité qui n'est pas du tout neutre? Et comment est-ce que la ville elle-même, elle peut faire un budget qui permette au moins 10% d'atteindre justement les 10% d'autonomie énergétique. Sachant qu'aujourd'hui, c'est des budgets de dysfonctionnement. Pourquoi? Parce qu'en plus, une autorité locale, si jamais elle n'utilise pas son budget, elle le perd. Oui. Donc c'est absurde. Donc la sobriété, on ne pourra jamais réussir à faire de la sobriété dans une mairie, à part le fait qu'on impose justement aujourd'hui des règles de 1,2% en moins de fonctionnement tous les ans, mais qui est une règle... comptable, exactement. Donc là, il y a, je pense, énormément à faire et surtout à changer en termes de procédures budgétaires et comptables, justement. Jean-Baptiste Lebrun, passer de 5 à 10, ça nous oblige à quoi faire? Ça oblige la collectivité à faire quoi, concrètement, pour continuer sur cette route de l'autonomie? Alors déjà, je suis d'accord avec les deux précédents, c'est déjà ça. les deux précédentes interventions sur les pistes. Du coup, peut-être en complément, approfondir... avoir cette ambition politique, c'est indispensable. Donc c'est un premier pas qui est très fort. Maintenant, on voit bien que toutes les réponses techniques d'organisation, etc., elles ne sont pas forcément toutes évidentes, imaginées sur la table aujourd'hui. Donc il faut vraiment approfondir
ce que ça veut dire, où sont les priorités, aligner un certain nombre de moyens et d'outils. Et puis, je vais quand même justement creuser cette question des moyens. Il faut plus de moyens. Il faut plus de moyens d'ingénierie dans les villes pour porter ces sujets, que ce soit pour travailler avec des entreprises, parce que les plus de moyens, c'est plus d'ingénieurs, de chercheurs, de compétences, de cerveau. De cerveau, exactement, avec toutes leurs dimensions et toutes les disciplines sont bienvenues et nécessaires sur ces sujets. Amiens a son hub. Il faut pouvoir parler en sociologie, en accompagnement au changement avec les habitants. Il faut pouvoir avoir des juristes et des économistes hyper calés pour challenger les contrats et les garanties. Et voilà, il faut avoir des ingénieurs qui jaugent la pertinence technique de telle ou telle solution. Donc il faut vraiment se donner ces moyens-là, et il faut en réclamer à l'État. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, on est dans un système qui est encore extrêmement centralisé à la fois sur le plan technique, mais aussi sur le plan politique et de la gouvernance de ces sujets. Et les collectivités, elles doivent monter au créneau pour réclamer davantage de l'État, à la fois en solutions et aussi en moyens réglementaires, techniques et financiers pour pouvoir tenir ces ambitions. Alain Guillaume, je le redis parce que c'est important, la ville d'Amiens s'est projetée, se projette, veut aller et tenir cet engagement d'une ville autonome en 2050. Vous, l'opérateur, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour passer de 5 à 10 ? Il y a un débat philosophique, de citoyenneté, de local, mais vous, je dirais le technicien, entre guillemets. Alors, sans paraphraser ce qui a été dit, mais il y a une stratégie qui est très ambitieuse et c'est très bien. Il y a une organisation au niveau des territoires qui est aussi très bien engagée. On voit que la ville, la métropole, la région, l'État et même la recherche d'aide européenne se fait extrêmement bien à Amiens. Dans le même sens. Donc c'est très bien. Ce que j'appelle la stratégie des petits pas est très clairement engagée. Un BHNS, un réseau de chaleur, le quartier de la Vallée Idéale. Enfin, on voit que beaucoup de choses sont faites au niveau des habitations. Et donc à chaque fois qu'un projet est fait, il faut avancer. Alors moi, ce que je conseillerais, c'est de continuer et de ne pas lâcher. Dès qu'on fait une action, un investissement, un projet, on doit se poser la question de sa cohérence avec le cadre. Parce que sinon, on n'arrivera pas à atteindre l'objectif global. Donc quand on fait un projet d'éclairage public, quand on fait le quartier de la Vallée Idéale, il faut se poser la question, est-ce qu'on a été au bout ? Est-ce qu'on a mis du photovoltaïque si on fait de la toiture ? Est-ce qu'on a mis les solutions qui vont bien en matière de batterie ? Et il ne faut pas à ce moment-là lâcher. Et il faut aussi faire très attention, la partie ingénierie elle est fondamentale. Ensuite, la déclinaison de ces réflexions en termes d'ingénierie dans les actions en termes d'appel d'offres, elles doivent être aussi extrêmement bien traduite. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'entre ce qui est effectivement promis contractuellement par les opérateurs lorsqu'ils vont répondre à un appel d'offres, que ce soit bien suivi des faits. Et c'est très important de suivre ça et de vérifier l'impact des politiques publiques et leur réalité, et d'être capable de réajuster petit à petit cette action année après année pour vérifier qu'on atteint bien et qu'on va bien sur la bonne trajectoire pour y arriver. Je voudrais, avant de vous laisser partir déjeuner, savoir s'il y a des questions dans la salle. Il y a une hôtesse qui est là dans l'escalier, qui a un micro. Si vous avez des questions ou des remarques ou un échange, n'hésitez pas, c'est maintenant. Monsieur, alors mademoiselle, micro, voilà. Une main s'est levée là, au milieu de la salle. Et regardez, une hôtesse va vous apporter le micro. Voilà. Elle descend l'amphithéâtre Jules Verne, puisqu'il s'appelle l'amphithéâtre Jules Verne. Bonjour à tous, je suis Olivier Giraud, responsable Picardie d'Orange. Madame, j'ai été en particulier intéressé par votre commentaire sur la gouvernance, avec notamment les 30% destinés aux citoyens dans le projet de conduite sur la ville. Ma question est comment les attirer à participer à ces 30%? Quel est l'intérêt des citoyens à acheter une partie de ces 30%? Parce qu'en d'autres termes, est-ce qu'il y a des dividendes attendus là-dessus?
réponse. Oui, tout à Oui, l'heure, on bien sûr, l'évoquait. hein, c'est une concession de service du réseau, donc il y a des dividendes sur les réseaux, effectivement. Mais sinon, en fait, on a souvent peur d'attirer ou de ne pas savoir attirer les citoyens, mais il se trouve qu'en général, quand on fait justement des vrais projets partagés, il y a toujours plutôt un engouement et les parts peuvent partir en très peu de temps, une journée, 2 journées. Donc finalement, il y a et bien sûr parce qu'il y a toujours du retour. C'est pas la perte, hein, c'est pas des parts à perte. Mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de problèmes de ce côté-là. En général, c'est beaucoup de projets photovoltaïques. Hein. Il y a énormément de co-investissements de projets photovoltaïques un peu partout maintenant en Europe et il y a très rarement de soucis d'attraction des investisseurs privés. Monsieur, qui a trouvé sa route. Voilà, le micro vous est apporté. Ah, il y avait une autre question là-bas. Monsieur, on vous écoute. Oui, je vais essayer d'interrompre différemment qu'il y a 10 minutes. Oui, c'est pour rebondir sur ce sujet qui, j'ai pas noté le nom de la collectivité en Belgique, ça m'intéresse. Et sachez qu'effectivement, enfin, je pense que dans la région, on n'est pas complètement en retard non plus, parce que dans le cadre de REF 3, il y a du financement participatif qui est proposé. Je ne sais plus par quel organisme bancaire, mais je pense que le Crédit Agricole doit faire aussi ça très bien. Et sinon, en réseau de chaleur, on a une expérience sur Rouen, où il y a du financement participatif. Il y a 1 million d'euros qui a été levé en 1 mois et demi. Et vous êtes qui, monsieur? Excusez-nous. Pardon, Maxime Nein, je travaille chez un confrère chez Dalkia. Dalkia, très bien. Et donc, en 1 mois et demi, le financement participatif qui était soutenu par la collectivité locale a été rempli par les habitants de l'agglomération de Rouen. Par le biais d'une plateforme, par le biais d'un site internet. On peut citer effectivement l'intermédiaire, il s'appelle Landosphère, qui effectivement permet à des opérateurs privés et à des collectivités locales de monter des financements participatifs sur des investissements de type énergie renouvelable. Donc les citoyens sont partie prenante, oui. Pas que pour aller aux réunions, mais aussi pour abonder financièrement. C'est bien cela. Hein. Oui. Et donc effectivement, dans REF 3, au niveau des Hauts-de-France, il y a bien un fonds qui est ouvert à tous les citoyens du territoire pour épargner aussi de façon vertueuse. On va en parler de REF 3, puisqu'il y a son président qui s'exprimera tout à l'heure, ou demain d'ailleurs dans ces 2 journées. Mais il est déjà avec nous depuis ce matin, il est là, monsieur Philippe Vasseur, que je salue. Une question pour terminer cette première table ronde, monsieur. Présentez-vous, on vous écoute. Jean-Michel Daniel, un conseil de développement du pôle métropolitain. Je suis animateur de l'atelier PCAET en particulier. Moi, la question que je n'ai pas complètement entendue, sauf la dernière, effectivement participatif pour le financement, la question c'est comment, disons, au-delà d'Amiens, ou au-delà d'Amiens Métropole, et encore Amiens, quand on dit Amiens Métropole, ce n'est qu'Amiens, à côté c'est du rural, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les actions auprès des citoyens? Actuellement, on est dans un moment où la question se pose de dire qu'on va aller vers les citoyens, on va aller vers les habitants, qu'est-ce qu'on va leur donner? Je prends un exemple, à la limite, ce qui a été dit depuis ce matin, je pense que tous les habitants devraient avoir un résumé, quelque chose qui soit, disons, un exemple. Mais comment en communication amener jusqu'aux habitants au plus près? Je prends une commune rurale qui a 500, 700 habitants, 800 habitants. Est-ce qu'il y a réponse? Est-ce qu'il y a possibilité? Je pense que dans les exposants tout à l'heure, il y a des réponses. Alors c'est bien, bon, Madame la préfète engage, Monsieur le Président des métropoles engage, mais le président du pôle métropolitain maintenant comment passer à l'action? Est-ce qu'il faut aller... Où faut-il aller en dehors, disons, de solutions qui existeraient en exemple? Alors bon, la réponse est peut-être à l'ADEME, l'exemple c'est peut-être écoutez, à la limite, laissez-les répondre, parce que si à la fois vous faites la réponse dans votre question, on a compris ce que vous dites, monsieur, ce qui est intéressant, c'est pour des petits villages, là, à 20 km d'ici, comment les faire se connecter à des débats qui les concernent évidemment au premier chef, mais dans lequel ils ne s'impliquent pas forcément,
où la communication ne va pas. C'est ce que vous vouliez, je crois, précisément dire. Oui, c'est comment passer à l'acte de la communication. Que l'exemple d'Amiens, de la ville d'Amiens, puisse aller se faire, se créer l'envie, qu'il y ait de l'incitation, etc. Et comment vous le voyez, vous les techniciens, parce que j'ai bien entendu que pour aller plus loin, il faut des cerveaux. Ouais, réponse courte, parce qu'on a dépassé le temps, me dit-on, et là vraiment, Amélie est le père Fourat de cet événement, et maître du temps, nous avons dépassé le temps. Alors très rapidement, juste pour dire que ça n'est pas un sujet uniquement urbain. Donc le réseau des territoires énergie positive que le CLER anime, c'est quasiment exclusivement des territoires ruraux et des petites collectivités qui ont la même démarche de reprise en main de leur destin énergétique et même du coup d'aller vers des démarches de territoire à énergie positive. Donc c'est encore plus que l'autonomie, c'est produire plus que ce dont on a besoin. Donc c'est tout à fait accessible. Et il y a beaucoup de ressources, notamment de production d'énergie renouvelable, où on a besoin d'espace, on a besoin de biomasse, on a besoin de ressources qui sont plutôt plus facilement accessibles ou plus facilement valorisables en milieu rural. Je voulais juste rebondir aussi sur la question du financement participatif, puisque l'Endosphère est aussi membre du CLER, pour dire que ce qui est frappant sur cette dynamique d'investissement participatif ou de financement participatif, c'est qu'en fait, les gens recherchent quoi? Ils recherchent du sens dans leurs investissements, souvent évidemment que ce ne soit pas à perte, mais surtout du sens. Et en fait, les projets énergétiques, et en particulier d'énergie renouvelable, ou en tout cas qui s'inscrivent dans ces démarches-là, sont ceux qui attirent le plus de financement participatif. Ces plateformes, alors je ne veux pas dire de bêtises sur le chiffre, mais une très très grande part des ressources qu'elles vont chercher vont sur ce type de projet. Donc il ne faut pas avoir peur du fait qu'il n'y aurait pas de demande de ce point de vue-là. Vous avez 10 secondes chacun, vous partagez le temps, là vraiment je suis sérieux. C'est très très court s'il vous plaît. Juste insister sur la question de transition juste et modérer un petit peu. Je pense que tout ce qui est financement citoyen est crucial, mais il faut bien avoir en tête qu'on va toucher la moitié des gens. L'autre moitié des gens, la question de l'épargne ne se pose pas. Donc il faut savoir comment on embarque ces gens-là. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur la taxe carbone. Elle a été notamment. Il y avait plusieurs chercheurs qui disaient qu'il faut redistribuer l'intégralité des fruits de la taxe carbone. Vous faites un chèque aux gens en leur disant vous allez payer plus cher l'essence, mais on vous donne un chèque de 100, 200 euros. Et après, comme ça, soit ça vous paye le surcoût et vous ne changez rien, soit ça vous aide à investir dans d'autres dispositifs. Je pense qu'il faut bien tenir les deux bouts. Accompagner les gens qui veulent aller plus loin, qui ont les moyens, mais tout le monde n'a pas les moyens. Et il faut penser à ceux qui n'ont pas les moyens pour savoir comment on les embarque. Notamment le coût de la voiture électrique, qui est un vrai sujet pour l'instant. 10 secondes, Alain Guillaume. Mais Claire Roumet déjà sortait son micro, tel un fleuret. 10 secondes. Juste sur le rural, c'est peut-être encore plus simple dans le rural que dans des métropoles et des villes, des grandes villes, des villes moyennes, de faire des choses. Et il y a énormément d'initiatives, je pense à l'autoconsommation collective ou à des projets de PV, qui se font beaucoup plus facilement dans le rural. Et il faut inversement moins de cerveau, finalement, d'ingénierie territoriale, quand les territoires sont assez simples à comprendre, avec moins d'acteurs, et finalement c'est là où beaucoup de choses se passent, même si l'enjeu de la transition énergétique, quand on regarde simplement les chiffres macro, c'est vrai que c'est les villes et les grandes villes et les métropoles qui aujourd'hui sont au centre parce que c'est elles qui consomment le plus en termes d'énergie. Mais c'est juste pour donner les coordonnées en fait. Donc vous pouvez trouver ça sur notre site web et vous aurez tous les exemples parce que c'est ce qu'on a justement fait cette année, de chercher tous les exemples de partenariats. Donc il y a les PPP, nous on appelle ça, on dit que le futur ce sera sans doute les PPC, c'est-à-dire partenariat public-privé avec les citoyens aussi. Et là il y a donc les différents exemples. C'est une publication qu'on a fait avec le soutien de l'ADEME, donc c'est mieux de le citer aussi, mais surtout, on va pouvoir faire une campagne l'année prochaine, on espère, avec Leclerc, pour faire en sorte que tous ces modèles soient bien connus et qu'ils soient mieux communiqués et qu'ils puissent vraiment s'étendre. Claire Roumet, merci. Energy City, avec cette information, les PPC ou les PPPPC, puisque partenariat public-privé et citoyen. Merci à vous, Éric Vidalin, chef de projet prospective à l'ADEME, d'être venu ici. Mais en fait, vous êtes revenu un petit peu sur vos terres, en quelque sorte. Et merci à Jean-Baptiste Lebrun, directeur du CLER, et à Alain Guillaume, qui est en charge du marketing management chez Omexom, qui est une filiale de Vinci Énergie. Merci à vous quatre, merci à vous d'être venus.